Je crois que c'est impossible. Oui, tu as raison. D'ailleurs, j'ai une preuve. C'est très simple. Comme il doit y avoir autant de triangles verts que de triangles bleus dans un pavage, on va tout simplement noter K le nombre de tuiles de la première sorte, N le nombre de tuiles de la deuxième sorte, ce qui nous donne nombre de triangles bleus égale 3K plus N, nombre de triangles verts égale 3N, c'est-à-dire 3K égale 2N, d'où l'on conclut que K est supérieur à 2, N est supérieur à 3, ce qui est impossible puisqu'il doit y avoir 4 tuiles. Brillant, mais pas convaincant. Pourquoi est-ce qu'il y aurait autant de triangles verts que de triangles bleus dans un pavage? Certes. Je peux faire mieux en utilisant ton cours. Ah, très bien, ça c'est une bonne idée. Tu nous as montré une formalisation en calcul propositionnel du problème du pavage. Il me suffit donc de prendre la formalisation SP en taille 2 par 2, de vérifier qu'il existe une interprétation qui la satisfait, ou plutôt qu'il n'en existe aucune qui la satisfait. C'est vrai. Mais, combien y a-t-il de variables propositionnelles? Combien y a-t-il de modèles? Enfin, d'interprétation. 4 cases, 2 tuiles, ça me fait seulement 8 variables. Ok, 2 puissance 8, 256 modèles. C'est un peu beaucoup. Voilà, donc tu vas faire une preuve en énumérant 256 modèles au tableau, et pour chacun des 256 modèles, tu me donneras la preuve que SP, qu'elle ne satisfait pas SP. Je ne suis pas sûr que ça va me convaincre, parce que je ne suis pas sûr que j'irai jusqu'au bout de l'énumération des 256 modèles. Donc je suis moyennement satisfait. Qu'est-ce que tu proposes alors? Le prochain cours. Bon, on l'a vu sur l'exemple tout à l'heure. Une des questions fondamentales, c'est de savoir comment convaincre l'interlocuteur. Et c'est un problème pas seulement de la vie de tous les jours, bien sûr, il y a un problème philosophique depuis l'Antiquité, c'est aussi un problème de fondement des mathématiques. Quand est-ce qu'on peut être sûr qu'un énoncé est un théorème? Donc c'est toujours le Entscheidungsproblem. Est-ce que phi est conséquence logique de S? Comment est-ce que je peux vous convaincre? Comment est-ce que je peux m'assurer que phi est conséquence logique de S? Bon, une façon possible, qui a déjà été suggérée aussi, c'est d'énumérer tous les modèles de S et de vérifier pour chacun d'eux qui satisfait phi. Mais bon, ça présente plusieurs inconvénients. Premièrement, ce n'est pas toujours possible parce que S pourrait avoir un ensemble infini de modèles, soit que ce soit un ensemble infini qui utilise un ensemble infini de variables propositionnelles, soit qu'on soit dans une logique qu'on verra plus tard, logique du premier ordre, on ne peut pas énumérer les modèles. Et même quand on peut les énumérer, c'était le cas pour le tout petit carré de 2, ça peut être un nombre tellement grand de modèles qu'en fait, l'argument n'est pas très convaincant parce qu'aucun humain ne va suivre les 256 cas où on vérifie que chacun des modèles de S, qu'aucune interprétation ne satisfait S. Donc, c'est pour ça qu'on introduit la notion de preuve. Donc à la fois pour convaincre son interlocuteur en utilisant un petit nombre de règles sur lesquelles on est d'accord et qui sont facilement vérifiables, pour avoir aussi des démonstrations qui sont courtes par rapport à l'énumération des modèles, et pour avoir un moyen plus efficace, même dans le cas où il y a un algorithme qui permet de résoudre ce problème, avoir un moyen plus efficace que l'énumération brute force de toutes les possibilités. Alors les preuves, qu'est-ce que c'est qu'une preuve? Donc ça c'est tout l'objet de la séquence, qu'est-ce que c'est qu'une preuve, avec un petit exemple. Donc une preuve, on va la construire à partir de règles d'inférence, qui sont en petit nombre. Ici, on va en avoir 2. On construit une relation
sur les formules, qu'on note comme ça, avec une seule barre horizontale, qui est la relation de prouvabilité, ou aussi dérivabilité. Et ce qu'on dit aussi, c'est que quand je peux dériver phi à partir de S, on dit aussi que phi est un théorème sous les hypothèses S. Donc ce que je voudrais, c'est remplacer cette relation de conséquence logique par la relation de dérivabilité. Et bien sûr, il faut qu'en faisant cette substitution, je ne démontre pas des théorèmes faux. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, on avait une preuve fausse. Je ne veux pas de preuve fausse. Donc, ce que je veux, c'est que cette relation de dérivabilité soit contenue dans la relation de conséquence logique. Tous les théorèmes sont valides. Et je veux, idéalement, on voudrait aussi la complétude qui me dit que, en fait, grâce à cette relation de dérivabilité, je capture complètement la conséquence logique. Alors ici, pour commencer, on va se restreindre à un cas très particulier. On va supposer que S est un ensemble de clauses et phi, c'est la contradiction. Donc, dans ce cas-là, le problème, c'est un problème de satisfaisabilité d'un ensemble de clauses. Alors pour ça, je vais introduire deux règles d'inférence, et deux seulement. Donc la première, résolution. Donc c'est une règle qui a deux formules en entrée, non P ou C, P ou C', qui sont des clauses. Ici, P, c'est une variable propositionnelle. À partir de ces hypothèses, je peux déduire C ou C'. Donc là, c'est ce qu'on appelle une règle d'inférence. On met les prémices au-dessus et la conclusion au-dessous. Et j'utiliserai une deuxième règle, la règle de factorisation, qui me dit si j'ai L ou L ou C, alors je peux conclure L ou C. Alors à partir de ces deux règles, je peux former des preuves. Donc le mieux, c'est de prendre l'exemple du pavage du carré 2,2. Donc ça, c'était la tuile T6, c'est la tuile T7. Je reprends une partie de la formalisation du problème de pavage dans le calcul propositionnel. On commence par dire que dans le coin en bas à gauche, on a l'une des deux tuiles, donc P00, T6 ou P00, T7. Si j'ai la tuile T6 en bas à gauche, par relation de compatibilité verticale, il faudrait que je puisse mettre une tuile au-dessus. Il n'y en a pas. Donc on a non P00, T6 ou ensemble vide, ou bottom. Si je mets la tuile T7 en bas à gauche, par compatibilité horizontale, je dois mettre la tuile T6 à sa droite. Donc j'ai, alors c'est P10, T6. Maintenant, si j'ai la tuile T6 en bas à droite, par compatibilité verticale, aucune tuile ne peut aller au-dessus. Donc j'ai non P010, T6. Donc je vais faire maintenant, en utilisant ces clauses, ces quatre clauses, la preuve de l'impossibilité. Je commence à partir de cette première clause
avec le littéral non P00 T6 par déduire P00 T7. J'utilise la règle de résolution avec, pour la variable P, P00 T6, pour la clause C, la clause vide, et pour la clause C', P00 T7. À partir de là, et de non P00 T7 ou P10 T6, de la même manière, je peux déduire P10 T6 par résolution. Enfin, à partir de P10 T6 et de non P10 T6, à nouveau par résolution, j'obtiens la clause vide, puisque ici C et C' sont tous les deux réduits à la clause vide. Donc ce que j'ai là, c'est une preuve. Une preuve par résolution et factorisation d'une contradiction à partir de ces quatre hypothèses-là. Donc c'est ça qu'on va définir maintenant de manière plus générale. Je dirais qu'une preuve par résolution et factorisation on verra le cas plus général d'autres exemples de preuves plus tard avec d'autres règles. C'est un arbre. Ah oui, si on regarde l'exemple, c'est un arbre. C'est un arbre cette fois-ci dont la racine est en bas et les feuilles sont au sommet. Peut-être plus habituel par rapport aux autres exemples qu'on a donnés avant. Là, c'est les preuves de la logique, les arbres de la logique. Jusqu'à présent, on avait les arbres de l'informatique où on a la racine en haut. Donc c'est un arbre dont les feuilles sont des formules de S, sont étiquetées par des formules de S, les hypothèses. On peut le vérifier sur l'exemple. Ici, toutes les feuilles sont étiquetées par des formules de S. La racine, alors, une variation de S de phi avec les hypothèses S. Donc les feuilles sont des formules de S, les hypothèses sont aux feuilles, et à la racine est étiquetée par phi, et les nœuds internes sont des instances des règles d'inférence. Plus précisément, si je regarde une formule et ses fils, j'ai une instance d'une règle d'inférence. Bon, ok, donc là on a défini notre système de preuves, mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi? Est-ce qu'on n'a pas utilisé un argument qui n'est pas valable? Il faut qu'on se mette d'accord sur ces règles-là. Ou, si on préfère, je voudrais montrer la correction de mon système de règles d'inférence. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Cette relation de dérivabilité, donc des preuves par résolution et factorisation, est correcte. Preuve. Je vais faire une preuve de ce résultat par récurrence sur la preuve. Donc, par récurrence sur la preuve, donc j'ai oublié quelque chose d'important là. C'est un arbre fini. Sinon, je suis embêté pour faire la récurrence. Donc les preuves sont toujours des arbres finis. Par récurrence sur la preuve pi de phi sous les hypothèses, enfin on va écrire comme ça, de S res phi, j'ai que
S a pour conséquence logique phi. Donc le cas de base. Dans le cas de base, la preuve est réduite à une feuille. Donc si vous préférez, je fais une récurrence sur la preuve, mais c'est comme faire une récurrence sur la taille de la preuve ou sur la taille de l'arbre. Le cas de base, c'est celui où l'arbre, qui correspond à la preuve de phi sous l'hypothèse S, est de taille nulle ou est réduit à une feuille. Donc S, l'arbre est réduit à une feuille. Par définition, du coup, de ce que c'est qu'une preuve, ça veut dire que phi appartient à S. Dans ce cas, phi est bien conséquence logique de S. Récurrence. Donc maintenant, je suppose que pi n'est pas réduite à une feuille, donc ça veut dire qu'il y a au moins une règle d'inférence qui est appliquée. Je regarde la dernière règle qui est appliquée pour construire pi. Donc ça veut dire que pi s'écrit sous la forme une preuve pi1 dont la conclusion va être... Alors ça dépend, oui, on a le cas 1, celui où la dernière règle est une résolution. Dans ce cas-là, on a une preuve pi1 d'une clause non P ou C, une preuve pi2 d'une clause P ou C', et je conclus par résolution en C ou C'. Alors par hypothèse de récurrence, puisque là, ma preuve pi1 est plus petite que la preuve pi, j'ai que S a pour conséquence logique non P ou C. Et S a pour conséquence logique, de la même façon, P ou C'. Alors, il y a encore deux cas. Si P... Alors, je prends une interprétation I quelconque qui satisfait S. Il y a deux cas à nouveau. Si P appartient à I, alors comme I satisfait non P ou C, et que P appartient à I, c'est donc que I satisfait C. Et ici, I satisfait C, c'est que I satisfait C ou C'. La conclusion de ma preuve. Si P n'appartient pas à I, alors I satisfait P ou C', donc I satisfait C', et donc I satisfait C ou C'. Dans tous les cas, si I satisfait S, alors I satisfait C ou C', donc C ou C' est conséquence logique de S. Le deuxième cas, c'est le cas où la dernière règle, c'est la règle de factorisation. C'est-à-dire que pi s'écrit comme une preuve de L ou C et une application de la règle de factorisation. Mais à nouveau, par hypothèse de récurrence, S satisfait L ou C, et donc, là je passe le détail, S satisfait L ou C. Dans tous les cas, si S satisfait les prémices de la règle, elle satisfait la conclusion. Et donc j'ai bien démontré que si phi s'obtient par résolution à partir de S, alors phi est conséquence logique de S.